au siècle d'Auguste, nous verrons que les lettres, les arts et principalement la poésie tombèrent en décadence quand tout conspirait à les soutenir. Ils dégénérèrent durant les plus belles années de l'Empire romain. Bien des gens pensent que les lettres et les arts périrent ensevelis sous les ruines de cette monarchie renversée et dévastée par les peuples septentrionaux. On suppose donc que les inondations des barbares, suivies du bouleversement entier de la société dans la plupart des lieux où ils s'établirent, ôtèrent au peuple conquis les commodités nécessaires pour cultiver les lettres et les arts, et même l'envie de le faire. Les arts, dit-on, ne peuvent subsister en un pays dont les villes sont changées en campagnes et les campagnes en désert. Ce qui causa un si grand dommage, ce furent les incursions fréquentes d'un peuple barbare dans le Latium sans défense. L'Ausonie, changeant de maître, changea de goût. Cette opinion peut être communément reçue, n'en est pas moins fausse. Les opinions fausses en histoire s'établissent aussi facilement que les opinions fausses en philosophie. Les lettres et les arts étaient déjà tombés en décadence. Ils avaient déjà dégénéré, quoiqu'on ne laissa pas de les cultiver avec soin quand ces nations, le fléau du genre humain, quittèrent les neiges de leur patrie. On peut regarder le buste de Caracalla comme le dernier soupir de la sculpture romaine. Les deux arcs de triomphe qui furent élevés à Sévère, son père, les chapiteaux des colonnes qui étaient au Septisone, qu'on a transportés en différentes églises lorsqu'il fut abattu, et les statues connues pour être faites dans ce temps-là et qui nous sont demeurées montrent que la sculpture et l'architecture étaient déjà déchues sous le règne de ce prince et de ses enfants. Tout le monde sait que les bas-reliefs du plus grand de ces deux arcs de triomphe sont de mauvaises mains. On peut croire cependant que les sculpteurs les plus habiles y furent employés, quand ce n'aurait été que par égard pour le lieu où l'on les levait. C'était dans le quartier le plus considérable de la ville, au bout du Forum Romanum, et comme on a sujet de le croire, au bas de celui des escaliers destinés à monter au Capitole, qui s'appelait les 100 degrés. Or, Sévère régnait plus de 200 ans avant la première prise de Rome par Alaric. Depuis cet empereur, les arts allèrent toujours en dégénérant. Les monuments qui nous restent des successeurs de Sévère font encore moins d'honneur à la sculpture que ne lui en font les bas-reliefs du plus grand des deux arcs de triomphe élevés à l'honneur de ce prince. Les médailles romaines, frappées après le règne de Caracalla et après celui de Macrin, son successeur, qui ne lui survécut que 2 ans, sont très inférieures à celles qui furent frappées sous les 30 premiers empereurs. Après Gordiampi, elles dégénérèrent encore plus sensiblement, et sous Galien, qui régnait 50 ans après Caracalla, elles n'étaient plus qu'une vilaine monnaie. Il n'y a plus ni goût ni dessin dans leur gravure, ni entente dans leur fabrication. Comme ces médailles étaient une monnaie destinée autant pour instruire la postérité des vertus et des belles actions du prince, sous le règne de qui l'on les frappait, qu'à servir dans le commerce, on peut bien croire que les Romains, aussi jaloux de leur mémoire qu'aucun autre peuple, employaient à les faire les ouvriers les plus habiles qu'ils puissent trouver. Il est donc raisonnable de juger par la beauté des médailles de l'État où était la gravure sous chaque empereur, et la gravure est un art qui suit la sculpture pas à pas. Les observations qu'on fait par le moyen des médailles sont confirmées par ce qu'on remarque dans les ouvrages de sculpture dont on ne connaît le temps et qui subsistent encore. Par exemple, les médailles du grand Constantin, qui régnait 50 ans après Galien, sont très mal gravées. Elles sont d'un mauvais goût, et nous voyons aussi par l'arc de triomphe élevé à l'honneur de ce prince, qui subsiste encore à Rome aujourd'hui, que sous son règne et 100 ans avant que les barbares prissent Rome, la sculpture était redevenue un art aussi grossier qu'elle pouvait l'être au commencement de la première guerre punique. Quand le Sénat et le peuple romain voulurent ériger en l'honneur de Constantin cet arc de triomphe, il ne se trouva point apparemment dans la capitale de l'Empire un sculpteur capable d'entreprendre l'ouvrage. Malgré le respect qu'on avait à Rome pour la mémoire de Trajan, on dépouilla l'arc élevé autrefois à son honneur de ses ornements, et sans égard à la convenance, on les employa dans la fabrique de l'arc qu'on élevait à Constantin. Les arcs triomphaux des Romains n'étaient pas comme les nôtres des monuments imaginés à plaisir, ni leur ornement des embellissements arbitraires, qui n'eussent pour règle que les idées de l'architecte.
Comme nous ne faisons pas de triomphe réel et qu'après nos victoires on ne conduit pas en pompe le triomphateur sur un char précédé de captifs, les sculpteurs modernes peuvent se servir, pour embellir leur arc allégorique, des trophées et des armes qu'ils inventent à leur gré. Les ornements d'un de nos arcs triomphaux peuvent ainsi convenir la plupart à un autre arc, mais comme les arcs triomphaux des Romains ne se dressaient que pour éterniser la mémoire d'un triomphe réel, les ornements tirés des dépouilles qui avaient paru dans un triomphe et qui étaient propres pour orner l'arc qu'on dressait, afin d'en perpétuer la mémoire, n'étaient point propres pour embellir l'arc qu'on élevait en mémoire d'un autre triomphe, principalement si la victoire avait été remportée sur un autre peuple que celui sur qui avait été remportée la victoire, laquelle avait donné lieu au premier triomphe, comme au premier arc. Chaque nation avait alors ses armes et ses vêtements particuliers très connus dans Rome. Tout le monde y savait distinguer le dace, le parthe et le germain, ainsi qu'on savait distinguer les Français des Espagnols il y a 100 ans, et quand ces deux nations portaient encore chacune des habits faits à la mode de son pays. Les arcs triomphaux des anciens étaient donc des monuments historiques, et qui exigeaient une vérité historique à laquelle il était contre la bienséance de manquer. Néanmoins, on embellit l'arc de Constantin des captifs parthes et des trophées composés de leurs armes et de leurs dépouilles, ornements relevés de l'arc de Trajan. C'était sur les Parthes que Trajan avait pris nos dépouilles, mais Constantin n'avait encore rien eu à démêler avec cette nation. Enfin, on orna l'arc avec ses bas-reliefs, où tout le monde reconnaissait et où tout le monde reconnaît encore la tête de Trajan. Il ne faut pas dire que ce fut pour avoir plutôt fait qu'on sacrifia le monument de Trajan pour élever l'arc de Constantin. Comme on ne pouvait pas le composer entièrement de morceaux rapportés, il fallut qu'un sculpteur de ce temps-là fît quelques bas-reliefs qui servissent à remplir les vides. Tels sont les bas-reliefs qui se voient sous l'arcade principale. Les divinités qui sont en dehors de l'arc, posées sur les moulures du cintre des deux parties arcades, des deux petites arcades, ainsi que les bas-reliefs écrasés, placés sur les clés de voûte de ces arcades. Toutes ces sculptures qu'on distingue d'avec l'autre en approchant de l'arc et fort au-dessous du bon gothique, quoique suivant les apparences le sculpteur le plus habile de la capitale de l'Empire y ait mis la main. Enfin, quand Constantin voulut embellir sa nouvelle capitale, Constantinople, il ne sut mieux faire que d'y transporter quelques-uns des plus beaux monuments de Rome. Cependant, comme la sculpture dépend plus des causes morales que la peinture et la poésie, comme les causes physiques n'ont point sur la sculpture le même empire qu'elles ont sur les deux autres arts, la sculpture doit déchoir plus lentement qu'eux, et même plus lentement que l'éloquence. Aussi voyons-nous par ce que Pétrone nous dit de la peinture, que cet art baissait déjà dès les temps de l'empereur Néron. Quant à la poésie, Lucain fut le successeur de Virgile, et il y a déjà bien des degrés en descendant de l'Énéide à la Pharsale. Après Lucain parut Stace, dont les poésies sont réputées très inférieures à celles de Lucain. Stace, qui vivait sous Domitien, ne laissa point de successeur. Horace n'en avait pas eu dans le genre lyrique, Juvénal soutint la satire, jusque sous l'empire d'Adrien. Mais ces poésies peuvent être regardées comme le dernier soupir des muses romaines. Ausone et Claudien, qui voulurent ranimer la poésie latine, ne rendirent au jour qu'un fantôme qui lui ressemblait. Leurs vers n'ont ni le nombre ni la force de ceux qui furent faits sous le règne d'Auguste. Tacite, qui écrivait sous Trajan, est le dernier historien latin. C'est être le dernier que de n'avoir pas eu d'autre successeur que l'abréviateur de Trogue Pompée. Quoique les savants paraissent incertains du temps où Quinte Cursé écrivait son histoire d'Alexandre et que quelques-uns l'aient cru écrivain postérieur à Tacite, il me paraît décisif par un passage de son livre que cet auteur la composa sous l'empire de Claudius et par conséquent qu'il l'écrivait environ 80 ans avant que Tacite écrivît. Quinte Cursé dit à l'occasion des valeurs dont la mort d'Alexandre fut suivie, parce que les Macédoniens prirent plusieurs chefs à la place d'un seul, que Rome avait pensé périr depuis peu par le projet de rétablir la République. Or, on reconnaît dans le récit magnifique qu'il fait de cet événement toutes les principales circonstances du tumulte qui arriva dans Rome, quand le Sénat voulut, après la mort de Caligula, rétablir le gouvernement républicain, et quand ses partisans se cantonnèrent contre les cohortes prétoriennes
qui voulait avoir un empereur. Quinte Cursé caractérise si bien toutes les circonstances de l'avènement de Claudius à l'Empire qu'il calma le tumulte. Il parle si nettement de la famille de Claudius qu'on ne saurait hésiter sur l'application de ce passage, d'autant plus que l'exposé qu'on y trouve ne peut être appliqué à l'avènement à l'Empire d'aucun des 30 successeurs immédiats de Claudius. On ne saurait entendre ce passage de Quinte Cursé que de l'avènement de Claudius à l'Empire ou de celui de Goldien Pie. 60 années après Auguste, Quintilien écrivait déjà sur les causes de la décadence de l'éloquence latine. Longin, qui écrivait sous Galien, a fait un chapitre sur les causes de la décadence des esprits à la fin de son traité du Sublime. Il ne restait plus que l'art oratoire, les orateurs avaient disparu. La décadence des lettres et des arts était déjà un objet sensible. Il frappait assez les personnes capables de faire des réflexions pour les obliger d'en rechercher les causes. C'était longtemps avant que les barbares dévastassent l'Italie qu'elle faisait cette observation. On remarquera encore que les lettres et les arts commencèrent à déchoir sous des empereurs magnifiques et qui les cultivaient eux-mêmes. La plupart de ces princes se piquaient d'être orateurs et plusieurs d'entre eux voulaient être poètes. Néron, Adrien, Marc Aurèle et Alexandre Sévère savaient peindre. Croit-on que les arts fussent sans considération sur le règne? Enfin, dans les 4 siècles qui se sont écoulés depuis Jules César jusqu'à l'inondation des barbares, il y eut de suite plusieurs règnes tranquilles qu'on peut regarder comme le siècle d'or réel et historique. Nerva, Trajan, Adrien, Antonépie et Marc Aurèle, qui se succédèrent immédiatement et dont l'avènement à l'Empire fut aussi paisible que celui d'un fils qui succède à son père, étaient à la fois de grands princes et de bons princes. Leur règne contigu compose presque un siècle de 100 ans. Il est vrai que plusieurs empereurs furent des tyrans et que les guerres civiles, par le moyen desquelles un grand nombre de ces princes parvint à l'Empire ou le perdit, furent très fréquentes. Mais la mauvaise humeur de Caligula, de Néron, de Domitien, de Commode, de Caracalla et de Maximin ne tombait guère sur les gens de lettres, et tombait encore moins sur les artisans. Lucain, le seul homme de lettres distingué qui est mis à mort dans ces temps-là, fut condamné comme conspirateur, et non pas comme poète. La mort de Lucain dégoûta-t-elle ceux qui avaient du génie de faire des vers? Stas, Juvénal, Martial et plusieurs autres qui ont pu le voir mourir n'ont pas laissé de composer. La mauvaise humeur des empereurs n'en venait qu'aux grands de l'État, n'en voulait qu'aux grands de l'État. L'envie que les plus cruels avaient d'être bien avec le peuple et qui les obligeait à rechercher sa faveur en lui donnant toutes sortes de fêtes et de spectacles, les engageait à procurer l'avancement des lettres et des arts. Quant à ces guerres civiles dont on parle tant, la plupart se firent hors de l'Italie et elles furent terminées en 2 campagnes. Elles n'ont pas troublé 40 années des 300 années qu'on compte depuis Auguste jusqu'à Galien. La guerre civile d'Othon contre Vitellius et celle de Vitellius contre Vespasien, qui ne durèrent pas mises ensemble à l'espace de 9 mois, ne purent certainement pas préjudicier aux lettres et aux beaux-arts, autant que les guerres civiles du grand Pompée et de ses enfants contre César, autant que la guerre de Modène et que les autres guerres civiles que fit Auguste contre les meurtriers de César et contre Marc-Antoine. Cependant, les guerres civiles où César et Auguste eurent part n'arrêtèrent pas le progrès des êtres et des arts. La mort de Domitien fut l'ouvrage d'un complot de Valais, et le lendemain de sa mort, Nerva régnait déjà paisiblement. Les choses se passèrent à peu près de même à la mort de Commode et à celle de Pertinax. Les premiers des empereurs qui furent tués et déposés après Domitien. Sévère déposséda Didius Julianus sans combat et la guerre qui fit dans l'Orient contre Pescennius, Niger, et celle qui fit ensuite dans les Gaules contre Claudius Albinus n'empêchait pas les artisans et les savants de Rome de travailler, non plus que les révolutions subites qui se passèrent en Asie et qui mirent Macrin à la place de Caracalla et Héliogabal à la place de Macrin. Il est vrai que ces révolutions tumultueuses arrivaient quelquefois dans Rome, mais elles se terminaient en un jour ou deux, et sans être suivies de ces accidents qui peuvent retarder le progrès des arts et des sciences. Néron fut déposé dans Rome sans qu'il y donnât aucun combat. Le meurtre de Galba et l'avènement d'Othon au trône fut l'ouvrage d'une matinée, et le tumulte ne coûta point la vie à 100 personnes. Le peuple regarda les combats que les troupes de Vespasien à celles de Vitellius se donnèrent dans Rome durant un jour, sans y prendre plus d'intérêt
qu'il avait coutume d'en prendre au combat des gladiateurs. Maximin fut déposé et les Gordiens africains mis en sa place, sans qu'il se fît à Rome d'autre mouvement que s'il se fût agi de l'exécution d'un arrêt rendu contre un particulier. Quand les Gordiens furent morts en Afrique, Pupien et Balbin leur succédèrent sans tumulte, et 2 jours virent naître et finir la guerre qui commença entre le peuple et les cohortes prétoriennes, quand ces 2 empereurs furent assassinés et Gordien Pie mis en leur place. Les autres révolutions furent promptes, et nous avons déjà dit qu'elles arrivèrent hors de Rome. Enfin, les guerres civiles des Romains, sous leurs 50 premiers empereurs, étaient des guerres que les armées faisaient les unes contre les autres pour se disputer l'avantage de donner un maître à l'Empire. Et les 2 parties ménageaient les provinces avec autant de soin qu'on ménage dans les guerres que nos princes chrétiens ne se font que trop souvent, les pays qu'on espère de conquérir et de garder. Il y arrive bien des désordres, mais ils ne sont pas tels qu'ils ensevelissent les arts et les sciences. Toutes les guerres n'empêchent pas leur progrès. Celles-là seulement peuvent être citées comme une des causes de leur décadence, qui mettent l'état des particuliers en danger, celles dans lesquelles il devient esclave de citoyens qu'il était auparavant, ou qui le privent du moins de la propriété de ses biens. Telles étaient les guerres des Perses contre les Grecs et celles des barbares du Nord contre l'Empire romain. Telles sont les guerres entre les Turcs et les chrétiens, où le peuple entier court encore de plus grands dangers que ceux où les soldats sont exposés dans les guerres ordinaires. De pareilles guerres anéantissent certainement les arts et les sciences dans les pays qu'elles désolent. Mais les guerres réglées, où le peuple ne court d'autre risque que celui de changer de maître et d'appartenir à un prince chrétien plutôt qu'à un autre, ne peuvent tout au plus anéantir les arts et les sciences que dans une ville qui serait assez malheureuse pour être prise d'assaut et saccagée. La terreur que ces guerres répandent peut tout au plus retarder leur progrès durant quelques années, et il paraît même qu'elle ne les retarde pas. Je ne sais par quelle fatalité les arts et les sciences se fleurissent jamais mieux qu'au milieu de ces guerres. La Grèce en essuia plusieurs dans le siècle de Philippe, le père d'Alexandre le Grand. Ce fut dans le temps des guerres civiles qui affligèrent l'Empire romain sous César et sous Auguste que les sciences et les beaux-arts firent à Rome de si grands progrès. Depuis 1494 jusqu'en 1529, l'Italie fut presque toujours en proie à des armées composées en grande partie de soldats étrangers. Les Pays-Bas et les Espagnols étaient attaqués par la France et par la Hollande. Lorsque l'école d'Anvers fleurit, n'est-ce pas durant la guerre que les lettres et les arts ont fait en France leurs progrès les plus grands?